commencer par remercier Antoine Compagnon et Marc Fumaroli de me faire l'immense honneur de participer à ces journées sur les arts de la paix, même si je parlerai en ce qui me concerne beaucoup et surtout de la guerre, de l'art de la guerre, comme disait encore Voltaire. Et même si je commencerai par avouer que j'ai dû changer mon titre, puisque dans la guerre, on doit sans cesse, dit Clausewitz, j'y reviendrai, faire la place à l'imprévu, et donc à sacrifier un certain nombre de projets ou de troupes. Donc j'ai sacrifié Nietzsche. Voilà. Le titre de ma communication sera donc « Penser la guerre, Voltaire », sous-entendant Voltaire et Clausewitz. Voltaire et Clausewitz, apparemment, tout opposent l'écrivain français et le général prussien. Voltaire est à nos yeux un ardent pacifiste. Le 3e chapitre de Candide, la guerre atroce des Abares et des Bulgares, l'article « guerre » du dictionnaire philosophique sont des textes d'une telle célébrité et d'une telle puissance polémique qu'il semble rendre d'emblée improbable toute rencontre avec l'auteur de la guerre, le fameux traité. Et pourtant, comme toujours avec Voltaire, les choses sont un peu plus compliquées. Candide et le dictionnaire philosophique, ces deux textes d'un Voltaire scolaire, sont-ils vraiment le dernier mot, en tout cas le seul mot, de Voltaire sur la guerre ? Voltaire ne fait-il vraiment que dénoncer la guerre en philosophe des Lumières, révulsé par le théâtre sanglant de la fameuse boucherie héroïque ? Ne cherche-t-il jamais à penser la guerre, pour reprendre l'expression de Raymond Aron? N'a-t-il pas lui aussi, comme Clausewitz, sans l'implication bien sûr de l'homme de l'art, cherché à penser la guerre de l'intérieur, selon sa logique propre, en faisant honneur à la rationalité des moyens et des fins qui la structurent? Ou bien n'y a-t-il vu que le motif de son indignation philosophique et morale sur le mal humain? Sous quelle forme Voltaire a-t-il, ou non, investi le champ militaire et stratégique? Uniquement sous celui de la violence illégitime ou également sous celui de la rationalité politique? C'est pour répondre à ces questions que nous allons tenter de lire Voltaire non pas seulement avec en tête Candide et son fameux chapitre 3, dans une sorte de téléologie du chef-d'œuvre, mais avec aussi et surtout à l'esprit l'œuvre de Clausewitz. Nous allons découvrir un terrain assez vaste, peut-être encore un peu vierge, et où nous nous contenterons de poser à ce stade quelques premiers jalons. Nous allons voir notamment comment le discours militaire de Voltaire aboutit à un clivage dont le traité de Clausewitz propose le dépassement. Alors d'abord, écrire la guerre. Chacun sait que Voltaire est un écrivain polémique. Ses commentateurs ne cessent d'ailleurs de parler de ses stratégies rhétoriques, de ses tactiques éditoriales, de ses combats. Mais si son œuvre est une guerre au 2e degré, comme sa violence et sa verve polémique le suggèrent, Voltaire est aussi littéralement fasciné par la guerre, non seulement par ses horreurs, mais aussi par sa grandeur. S'il n'a pas lui-même été un combattant, Voltaire, né en 1694, a été élevé et a vécu à une époque et dans un milieu où la guerre est encore, au début du XVIIIe siècle, un des centres rayonnants de la vie sociale. Il fréquenta de grands généraux, fut leur ami, tel le maréchal de Saxe, dont on a vu le monument célèbre tout à l'heure, le maréchal de Richelieu, ou encore d'Argenson, ministre de la guerre. S'il critiquait la populace des soldats, Voltaire était sensible à la gloire militaire des officiers, et il composa même un vibrant éloge des officiers qui sont morts dans la guerre de 1741, ce qui se termine par l'éloge d'un officier célèbre, Vauvenargues. Cette admiration lui a même fait friser le ridicule en 1745. Il publie alors d'innombrables éditions de son poème de Fontenoy, pour chanter la bataille et la grande victoire de Louis XV, éditions moins corrigées qu'augmentées de noms toujours plus nombreux des grandes familles dont un rejeton avait pu, de près ou de loin, s'illustrer dans la bataille. Ici, Voltaire côté court,
et Voltaire côté guerre, côté champ de bataille, se nourrissent l'un l'autre indéfiniment. Cette fascination pour la guerre ne date pas de la dernière victoire. Elle anime déjà les premiers émois du poète, certain d'avoir la tête épique. L'incipit de la Henriade est explicite. Je chante ce héros qui régna sur la France, et par droit de conquête et par droit de naissance. La légitimité d'Henri de Navarre est renforcée par la victoire de ses armes, instrument de la paix civile. Sans être une Iliade, la Henriade a ses batailles où le héros de la tolérance se comporte en valeureux chef de guerre. Du reste, Clausewitz s'est interrogé sur Henri IV, au point de se demander s'il pouvait être appelé un génie guerrier. Il l'exclut de ce cercle fermé, simplement parce que Henri IV n'a exercé son talent que dans la sphère étroite d'une guerre civile. Alors Voltaire prétend, de manière très célèbre, mettre au rencard l'histoire bataille, mais son œuvre d'historien pullule de descriptions circonstanciées de campagnes et de combats qui ne sont pas tous dirigés contre l'infâme. Il a écrit l'histoire de Charles XII, comme l'épopée d'un roi guerrier et conquérant, d'un type nouveau, un nouvel Alexandre, selon l'expression de Clausewitz, et à bien des égards, déjà un Napoléon. Même couronnement de ses propres mains, raconté par Voltaire, folle entreprise de conquérir le même pays, même destin tragique entre Narva, son Austerlitz, et Pultava, sa Bérésina. On respire ici la même atmosphère que dans la campagne de 1812, à laquelle prit part Clausewitz, et du reste, le grand héros du général prussien et ami de Voltaire, Frédéric II, joue un rôle d'intercesseur ici, lui qui composa, après Voltaire, un intéressant opuscule sur les talents militaires et sur le caractère de Charles XII, roi de Suède. Voltaire célèbre des souverains étrangers qui s'illustrent dans des guerres, mais en particulier, bien sûr, les rois de France en guerre. Le premier d'entre eux, Louis XIV, le siècle de Louis XIV, qui annonce un vaste tableau de mœurs et dont on fait souvent une forme d'annonce des annales, ne répond pas à son programme. Le premier tome déploie un récit classique d'historiographe qui retrace l'épopée militaire du roi et de ses grands généraux, les Condé et les Turenne. Dans les étranges catalogues qui terminent l'ouvrage, on oublie souvent que sont consignés pour la postérité, et par ordre alphabétique, non seulement les noms glorieux des écrivains et artistes du grand siècle, mais ceux aussi des maréchaux morts sous Louis XIV ou qui ont servi sous lui, des amiraux et des généraux des galères. Après Louis XIV, Voltaire a tenté de célébrer la gloire de Louis XV dans les deux œuvres en miroir, le poème de Fontenoy et un ouvrage passionnant, l'histoire de la guerre de 1741, retrouvé assez récemment et édité il y a une quarantaine d'années, réédité. Ce texte est assez pelu, je crois, parce que Voltaire y a puisé simplement des passages pour composer son précis du siècle de Louis XV. Or, s'il est un ensemble qui démontre de la manière la plus éclatante cette fascination de Voltaire pour la guerre et le sérieux que l'ironiste est capable de mettre dans sa peinture, c'est sans doute cette histoire de la guerre de 1741. Il offre une description d'une minutie extraordinaire de ce que nous appelons la guerre de succession d'Autriche. Pas moins de 300 pages alternent des récits de campagne militaire et de bataille, dépourvus de toute intention philosophique ou critique, avec les intrigues de la grande politique européenne. Elles témoignent d'un métier impressionnant, d'une méthode rigoureuse, tant dans la collecte d'informations, reposant sur de nombreuses lectures et le recours aux témoins oculaires, que dans l'écriture. Voltaire a mis à profit ses réseaux aristocratiques pour se faire l'idée la plus précise possible de cette guerre, dont il est l'exact contemporain et le proche témoin. Or, les chapitres 15 et 16 de l'histoire de la guerre de 1741 offrent en particulier une peinture de la célèbre bataille de Fontenoy d'une minutie hors du commun. Ce texte un peu oublié est pourtant unique dans l'œuvre de Voltaire. On pourrait dire, pour faire un bon mot, qu'il est unique parce qu'il est illisible. Et il est illisible par l'extraordinaire concentration de détails qu'il met en scène. Le niveau de détail de cette description parfaite a déjà paru excessif en son temps, à des commentateurs enthousiasmés pourtant par d'autres passages de l'ouvrage. La précision géographique, arithmétique sur le nombre des troupes, leur position, la précision militaire est impressionnante. Au début de la description, Voltaire précise d'ailleurs que l'usage d'une carte sera indispensable à son lecteur. D'ailleurs, la 7e édition
c'est-à-dire une des toutes premières du poème de Fontenoy, était déjà accompagnée d'une carte militaire. Ce texte est donc un apax dans l'œuvre voltairienne, non parce qu'il serait, on l'a bien compris, le seul récit de bataille, mais il en existe des centaines de pages de Voltaire qui sont de tels récits précis et vivants, dépourvus de la moindre intention critique, mais parce qu'il est de tous les textes de Voltaire, tous genres confondus, celui probablement où la distance entre le temps du récit et le temps du réel est la plus courte. Taine admirait chez Voltaire, à juste titre, le talent exactement inverse, sa formidable capacité de synthèse, cette puissance de réduction de l'esprit de l'épigramme portée à son summum, le génie de l'esprit finalement, la quintessentiation, la capacité à résumer l'histoire du monde en un distique. Or ici, c'est précisément pour décrire une bataille, une victoire du roi de France, que Voltaire se montre le plus près du réel, tant du point de vue de la minutie du détail que du tempo. Il abandonne son fameux allegro, qui fait voyager Candide ou Scarmentado dans les deux mondes en quelques pages, en quelques lignes, lui qui n'a jamais fait la moindre ekphrasis de tableau ou de monument, la moindre peinture de paysage un peu poussée, il fait quasiment, pour la première fois, un arrêt sur image. Il découvre un tempo nouveau, un lento qui annonce le Tolstoï de Guerre et Paix. Pour la première fois, il est presque, comme on dit aujourd'hui, en temps réel. Et ce n'est pas pour montrer l'obscénité de la guerre, mais sa grandeur. La faculté maîtresse de l'écrivain est donc ici bouleversée par cet objet limite qu'est la guerre, en tout cas la bataille. Ce texte est donc un cas limite dans l'univers toujours accentué, détourné, redimensionné, surchargé ou allégé à l'excès de cet écrivain qui pensait pouvoir tout former, informer et déformer à sa guise. Voltaire cherche ainsi à se mettre à la mesure de l'exploit et à s'approcher le plus consciencieusement possible de ce phénomène très particulier de la guerre, qu'est la bataille, de ce théâtre qui, lui, ne se produit véritablement qu'une fois et ne connaît ni répétition ni reprise. Nous comprenons bien que si ce texte est un apax, le fameux chapitre 3 de Candide en est donc un également. Il en est exactement le pôle inverse, lui qui ne présente l'horrible bataille des Abares et des Bulgares qu'en 10 lignes, et consacre 20 lignes peut-être au ravage de la guerre, nettement minimisé dans l'écriture historique de Voltaire. Il s'agit de nous rendre compte que nous avons en fait l'habitude d'entrer dans Voltaire et la guerre par une porte qui est certes une expression authentique, mais caricaturale, auto-caricaturée de sa pensée. Et que nous y entrons en quelque sorte à l'envers, car Candide est plutôt la quintessence critique de l'œuvre de l'historien Voltaire, comme un peu plus loin dans le conte, le sénateur Pococurante incarnera son esprit critique porté à son excès. On trouverait aisément, d'ailleurs, chez Clausewitz, la justification de cette extraordinaire minutie voltairienne. Un événement, dit le général, qui n'est pas soigneusement reconstitué dans toutes ses parties, mais seulement évoqué en passant, est comme un objet vu de trop loin. Il se présente sous toutes ses faces de la même manière et l'on ne distingue plus la disposition de ses parties. De fait, ces exemples ont servi à étayer les opinions les plus contradictoires. Soit. Mais on pourra dire que Voltaire ne fait ici qu'écrire la guerre. En somme, ne saurait-il donc pas penser la guerre, mais uniquement la décrire au ras du réel d'un côté pour la réduire à son horreur de l'autre ? Certainement pas, et ce premier exemple avait précisément pour but de brosser à gros traits un contexte dans lequel nous allons maintenant entrer nous aussi avec un petit peu plus de minutie. Penser la guerre. Car nous allons voir que le travail de l'historien n'est pas purement descriptif et qu'il amène bel et bien Voltaire dans la sphère de la pensée de Clausewitz et l'engage dans un dialogue fécond avec son épistémologie. L'écriture historique et du fait même qu'elle suit dans leur déroulement des événements tout en cherchant à en présenter les causes, un lieu où s'accumule un trésor de pensée militaire, délesté de toute appartenance à un système rigide ou unilatéral. En ce sens, elle répond pleinement à la première exigence de Clausewitz, qui est de construire une théorie sur et avec l'expérience. En ce sens, tout se passe un peu comme la manière dont Nietzsche puise
au trésor des moralistes français, afin de construire sa psychologie des profondeurs en le posant dans le champ de la philosophie allemande. Et si nous n'avons aucune preuve que le stratège prussien ait attentivement lu Voltaire, l'horizon de cette lecture n'en permet pas moins de redécouvrir dans l'histoire voltairienne une infinie matière pour penser la guerre. Dit autrement, on pourrait tirer des œuvres historiques de Voltaire un dictionnaire stratégique ou un dictionnaire tactique qui ferait comme un contrepoint à son dictionnaire philosophique. Nombre d'articles en ont d'ailleurs déjà été écrits comme tels par Voltaire lui-même dans ses œuvres alphabétiques, comme les questions sur l'encyclopédie, ou encore comme l'article tactique qu'il a rédigé pour le dictionnaire de l'Académie. Mais ce dictionnaire serait surtout composé des notations et réflexions de l'historien. Car Voltaire s'intéresse, Voltaire historien, à tout, absolument tous les aspects de la guerre. Aussi bien à ce que le maréchal de Saxe appelait dans ses rêveries les parties de détail que les parties sublimes. Tactique, stratégie, recouvrant imparfaitement ces deux champs. Voltaire s'intéresse dans l'article H des questions sur l'encyclopédie au problème du recrutement des armées, notamment de leur proportion à une population donnée, selon un calcul statistique qu'il tire du hollandais Kerseboom, un problème qui est donc loin d'être épuisé par le chapitre 2 de Candide et ses toasts amoureux au roi des Bulgares. Dans l'article Soldats des questions sur l'encyclopédie, il ne cherche pas à abolir la guerre, ce qui reviendrait au système utopiste de l'abbé de Saint-Pierre qu'il juge impraticable, mais à améliorer la vie du soldat, dans l'espoir secret d'améliorer sans doute par contrepoint la guerre elle-même. L'article Barak et Déborah et par accident des chars de guerre nous montre un Voltaire inventeur d'un char de guerre, mais qui ne parvient pas plus que le général de Gaulle à convaincre ses supérieurs, les souverains Louis XV et Catherine II, de l'opportunité de réintroduire dans leurs armées les chars antiques à lame latérale. Penser la guerre, ce n'est pas seulement réfléchir à ses conditions matérielles, bien sûr, c'est aussi aborder la tactique. Voltaire rapporte à dessein l'interrogation de Madame du Châtelet, étonnée que l'histoire consistât en récits de bataille sans aucune connaissance de la tactique, excepté dans Xénophon et dans Polybe. L'historien relève le défi au point de prendre souvent parti dans les querelles tactiques de son temps. Il défend le maréchal de Tallard contre les critiques de Feuquières, ce grand expert toujours trop critique, ce Zoïle des généraux, et notamment, il prend la défense de sa tactique à Spire en 1703, qui consistait en une attaque préventive des troupes de secours austro-hollandaises pendant le siège de Landau et dans une charge à la baïonnette. S'il donne tort à Feuquières et raison à la baïonnette sur cette bataille, Voltaire n'en défend pas moins une position en apparence inverse dans le grand débat tactique de son temps entre le feu et le mouvement. Il s'oppose cette fois à un autre expert de l'art militaire, Jean-Charles de Follard, partisan d'attaques massives à l'arme blanche. Pour une raison simple, c'est que les temps ont changé depuis la bataille de Spire. Voltaire est très sensible, comme Clausewitz, à l'importance des évolutions historiques et des ruptures épistémologiques qu'elles entraînent. Ils se trouvent en fait tous deux du même côté de la rupture épistémologique vis-à-vis de ces analystes militaires de l'époque qui continuaient à prendre l'Antiquité pour l'alpha et l'oméga de la stratégie. Les questions sur l'encyclopédie, comme le traité, rompent résolument avec ce cadre. Ni les armées ni les armes ne furent les mêmes dans l'Antiquité, précise Voltaire. Le discours historien épouse aisément les évolutions et évite sans peine le systématisme, multipliant des nuances qui annoncent celles du grand stratège prussien. La prédominance du feu sur le mouvement amène Voltaire à donner également tort à un homme de guerre aussi éminent que le maréchal de Saxe, qui entendait tout réduire à ce qu'il appelait des affaires de poste. La conclusion tactique de la longue description de Fontenoy donne clairement l'avantage au feu sur le mouvement. On voit par tous ces détails, dit Voltaire, qu'on attaque aujourd'hui une armée à peu près comme une place, avec de l'artillerie, que le feu décide de tout, que l'épée est entièrement inutile, que la baïonnette au bout du fusil, comme on l'a remarqué dans le siècle de Louis XIV, est même de peu de service. Les lecteurs qui n'ont point vu de ces actions ne peuvent se faire une idée de ce qu'est une bataille.
Signe que les époques ne sont pas finalement si hétérogènes, Clausewitz se pose lui aussi la question du rapport entre le feu et le mouvement autour de la même opposition, dans l'engagement entre le principe destructeur du feu et le corps à corps ou engagement personnel. Son idée principale confirme l'analyse voltairienne. Dans nos guerres actuelles, le principe destructeur du feu est évidemment de loin le plus efficace. Toutefois, Clausewitz refuse de suivre les affirmations un peu absolues de Voltaire. Le feu décide de tout. Chez qui perce sans doute l'espoir d'une guerre enfin délivrée de la violence du corps à corps. Il est tout aussi évident, écrit-il, que le combat personnel d'homme à homme doit être considéré comme la véritable base de l'engagement. Aussi, une armée qui ne se composerait que d'artillerie serait en guerre un non-sens. Pour autant, si l'expression de Voltaire était un peu hyperbolique, l'hostilité de l'historien à l'esprit de système évite, de fait, de donner la prépondérance à un facteur par rapport à un autre. Ainsi, le poste a aussi toute son importance chez Voltaire. Ce fut le cas à Fontenoy, plus encore à Dettingen, en raison du caractère du relief, mais plus généralement dans toute l'histoire voltairienne. Les exemples de réflexion sur les postes ou sur le terrain sont pléthores. Clausewitz, qui utilise le terme français de terrain, lui reconnaît à ce facteur une influence décisive sur l'engagement. Du reste, Voltaire, pour le dire dans le vocabulaire de Clausewitz, reconnaît que le terrain a un impact aussi bien tactique que stratégique. Je passe sur les détails. Il s'interroge également sur le rapport entre les armes, entre les différentes armes, et en l'occurrence la place de la cavalerie. Dans la campagne des Français en Europe centrale pendant la guerre de succession d'Autriche, il réclame une plus forte proportion de cavalerie, validant à travers le maréchal de Belle-Île l'analyse de son maître Folard. Or, cette interrogation est tout sauf caduque à l'époque de Clausewitz, qui consacre un chapitre entier à ce qu'il appelle le rapport des armes. Il y note, entre autres choses, que la cavalerie est par excellence une arme de mouvement, adaptée à de vastes plaines, afin de se rendre maître de l'espace. On comprend que Voltaire ne s'est pas fait tantôt l'apôtre du feu, artillerie, et tantôt du mouvement, la cavalerie, mais que son esprit, pragmatique, a su adapter le rapport des armes au terrain et aux forces ennemies. Clausewitz écrit d'ailleurs que la Russie et l'Autriche sont obligés d'entretenir une nombreuse cavalerie parce que leur territoire conserve encore des vestiges d'institutions tartares. Et Voltaire juge que la cavalerie aurait été adaptée à la guerre de partisans que les Français ont dû soutenir en Bohême. D'une manière qui, en un sens, annonce la campagne de 1812, l'écrivain semble en effet impressionné par cette guerre défensive dans un pays favorable, cette stratégie de la guérilla avant l'heure. Voltaire écrit « Le prince Charles de Lorraine commençait à faire avec succès une guerre défensive, en tenant continuellement son ennemi en alarme, en coupant ses convois, en le harcelant sans relâche de tous les côtés par des nuées de housards, de croates, de pandours et de talpaches. » Dans l'anticipation la plus évidente de la campagne de Russie par Charles XII, Voltaire note avec précision que la politique du tsar, il utilise bien le terme de politique, consiste à affaiblir son ennemi par de petits combats, jugeant bien que l'armée suédoise périrait entièrement à la longue puisqu'elle ne pouvait être recrutée. La valeur de la guerre défensive dépend d'un facteur souvent considéré comme inexistant au XVIIIe siècle, les appartenances nationales. Ici, la propagande philosophique de Voltaire contre les meurtriers mercenaires qui changent sans cesse de camp et combattent pour le plus offrant rencontre l'analyse rétrospective de Clausewitz. Il est vrai que jamais, selon Clausewitz, le gouvernement ne s'est autant approprié la guerre et ne l'a autant retirée au peuple qu'au XVIIIe siècle. Pourtant, à y regarder de plus près, l'historien Voltaire fait déjà place aux haines nationales, dans la mesure où elles influent sur les guerres en territoire étranger. Il note que les prisonniers français dispersés en Bohême, en Autriche et en Hongrie furent durement traités car l'animosité de la vengeance s'étant jointe à la rigueur de la guerre et à la haine, s'est jointe à la rigueur de la guerre et à la haine ancienne des nations. L'écart entre la guerre de Voltaire et la guerre de Clausewitz n'est peut-être pas si grand qu'il y paraît.
De fait, la notion de nation même ne cesse de progresser et la Révolution n'aura lieu que 11 ans après la mort de Voltaire en 1778. À cet égard, deux pays semblent ici des laboratoires de l'avenir, la Corse et la Pologne. Le précis de Louis XV décrit la guerre menée par Paoli comme une guerre populaire faite avec enthousiasme pour la liberté, et en Pologne, la noblesse qui monte à cheval n'en est que plus dangereuse parce qu'elle est libre. L'amour de la liberté qui l'anime la rend toujours formidable, écrit Voltaire. Clausewitz est sensible à ces facteurs moraux, à la profondeur des motifs de la guerre qui exercent une influence considérable sur son intensité, sur sa nature, et qui s'inscrit dans l'échelle entre guerre réelle et guerre absolue. Dans le sillage de cette lente ascension des peuples, Voltaire s'intéresse donc aux caractères nationaux des différentes armées. Il reprend le stéréotype de la furia francese, qui implique en bonne part l'impétuosité et en mauvaise part l'indiscipline. Après le désastre de Dettingen, que l'historien compare à la guerre de 100 ans, Noailles écrit au roi pour lui dire le besoin extrême qu'on avait de rétablir la discipline. De cette discipline même que Voltaire aimait à caricaturer, les soldats étaient présentés comme des automates dans Candide ou dans le poème La Tactique qu'il a écrit après avoir lu l'ouvrage de Guibert. De cette discipline, Voltaire fait en fait un point central de sa doctrine militaire. Clausewitz utilise la même métaphore, la métaphore de l'automate, mais c'est pour dénoncer ce qui n'est pour lui qu'une apparence, car le stratège insiste au contraire sur les frictions, les frottements qui font que la belle machine de l'armée s'enraye facilement. C'est donc la même image, mais d'une vision différente, un chassé-croisé qui témoigne de la différence du point de vue entre le chef de guerre insatisfait de ses troupes et l'historien prêt à admirer ou à haïr de l'extérieur cette discipline qui est peut-être ce que l'armée a de plus stéréotypé. La discipline est donc, avec le feu, l'une des grandes clés de la guerre de Voltaire. C'est chez lui comme une obsession, il la loue chez Louis XIV, Charles XII, Pierre le Grand, il l'admire avec un frisson d'effroi chez le roi Sergent et son œuvre laissée à Frédéric II. Là encore, l'homme des Lumières y voit peut-être une manière de gagner des batailles, certes, mais aussi de contrôler des dérives. Il décrit en effet comment la discipline des soldats de Charles XII les prévient du pillage. La puissance de la discipline éclate face à un autre facteur stratégique important sur lequel Voltaire réfléchit, le nombre. À Fontenoy, dit-il, la supériorité du nombre fut constamment du côté de la France. Ce qui n'est pas moins vrai, c'est que cet avantage ne devait décider de rien, dans un terrain aussi étroit que celui de la bataille, et que très rarement même le nombre a donné la victoire. Cette phrase, dans ses retournements nuancés, me semble typique de la démarche de penser la guerre, de l'effort pour être toujours au plus près de cette réalité multiple et fuyante, ce caméléon, pour reprendre le mot de Clausewitz. Voltaire précise toujours le nombre de soldats engagés et insiste souvent sur la disparité numérique qui n'a aucun rapport avec la victoire ou la défaite. On pourrait encore multiplier les innombrables remarques techniques ou tactiques de Voltaire sur la surprise, sur la ruse, par exemple. Mais il est temps de tracer quelques éléments de réflexion sur ce discours stratégique. C'est l'un des enjeux de cette confrontation avec Clausewitz, de faire ressortir le tacticien en Voltaire, certes. Mais ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est de voir à l'œuvre deux esprits qui cherchent à atteindre un objet par définition insaisissable, une figure du réel qu'est la guerre. L'un refuse tout système et se contente de conclusions de moralistes égrenées au fil de l'écriture historique, mais l'autre a besoin du moraliste militaire pour garantir que sa théorie ne sera pas perdue dans les nuées. Et c'est là encore que Voltaire et Clausewitz se rencontrent, dans leur méthode. Tous deux cherchent à faire une place à ce qui est insaisissable, à la ligne même du réel ou de l'expérience. Et leurs prises de position épistémologiques ne sont pas sans rapport. Tous deux raillent le pédantisme des explications géométriques, de la tactique. Tous deux insistent sans cesse sur la figure même de l'insaisissable dans la guerre, le hasard, et sur son rôle excessivement important. Clausewitz tente de récupérer dans la théorie ce qui est de l'ordre de l'expérience, inaliénable, irrépétable.
Et là, penser la guerre rejoint écrire la guerre. Pour approcher de la manière la plus asymptotique possible de ce réel fugitif et résiduel de la guerre, tous deux font appel à des méthodes comparables, quasiment des recettes typiques d'un art d'exécution aux conséquences sanglantes. La première d'entre elles est le recours à la probabilité, qui est un des termes des maîtres mots de Clausewitz, et Voltaire a essayé de créer une méthode de probabilité en fait de justice. L'essai sur les probabilités en fait de justice, les nouvelles probabilités en fait de justice, essaye de créer un système de comptabilité du vraisemblable. Un autre méthodisme, pour parler comme Clausewitz, dont a besoin une pensée qui veut prendre en charge toute la multiplicité des combinaisons du réel, réside dans le recours à la méthode des extrêmes, tel que Voltaire l'explique dans l'article extrême des questions sur l'encyclopédie. Il s'agit, pour se déterminer dans l'incertitude du réel, de pousser un phénomène à son extrémité afin de le ramener nettement à un cas défini. On a vu en passant, tout à l'heure, qu'en concluant qu'une armée qui ne se composerait que d'artillerie serait en guerre un non-sens, Clausewitz utilisait cette méthode. Chez lui, les extrêmes ne sont pas seulement le fameux état auquel montent les belligérants dans un excès de violence, mais ils constituent aussi la réalité absolue et foncière de la guerre, c'est-à-dire un point de repère dans le réel du même ordre que la méthode de Voltaire. Les guerres réelles ne constituent que des nuances par rapport à cette guerre absolue. Clausewitz, il est vrai, complexifie considérablement et approfondit cette méthode. Chez lui, la notion d'extrême n'est pas uniquement une méthode de discrimination de la vérité, c'est aussi l'idée d'une polarité, d'une tendance qui permet de penser le phénomène de manière à la fois générale et juste dans la théorie, mais aussi efficace dans le réel, l'expérience auquel il ne cesse, comme Voltaire, d'en appeler le lecteur. Cette amplification de la méthode en dialectique est certainement l'une des manières dont Clausewitz essaye de sortir de l'aporie des Lumières entre réel et théorie. C'est ainsi qu'il réussira à penser les suspensions d'armes et les mitigations réelles de la guerre absolue que Voltaire a lui aussi décrit dans ses œuvres historiques. En revanche, fidèle à sa méthode de discrimination et pour mieux dénoncer la guerre en philosophe, Voltaire exclura du champ de la guerre réelle le prétendu droit de la guerre dont Clausewitz raille volontiers la philanthropie. Le français retranche le droit de la guerre de la guerre. Il s'agit plutôt, dit-il, plus simplement, de la survie des droits de la paix dans la guerre. Alors je passe sur un point, il faut terminer. Absolument. Alors, il nous reste, je vais terminer. Je vais terminer. Voltaire et Clausewitz partagent la même ambition moderne, héritée de Bacon et de Locke, le grand maître de Voltaire, sans doute via l'enseignement kantien qu'a reçu Clausewitz, de faire une place de choix à l'expérience dans la pensée. Car la guerre, art d'exécution, réelle limite et composite, est une figure de cette expérience. Il se trouve donc confronté à une difficulté, comment rassembler la totalité et la diversité des expériences pour la surzumer dans une idée de la guerre. Comment penser la guerre ? Les pièges de l'expérience sont innombrables et une fois que l'on a refusé l'esprit de système qui croit en une explication unique et théorique, le risque est grand de se perdre dans l'éparpillement ou la contradiction dont la réalité fugace de la guerre et la variété de ses interprétations sont porteuses. D'autant plus que Voltaire et Clausewitz cherchent à faire la part de tout ce qui est en soi insaisissable comme le hasard. Mais Clausewitz est plus ambitieux que Voltaire, car Voltaire ne cherche finalement qu'à suivre le cours des événements dans une histoire et à en tirer une morale provisoire, une tactique provisoire. Cela lui permet de tenir un discours militaire précis et informé, mais ne vise en aucun cas à une théorie. Clausewitz, lui, exige une perception tout aussi fine du phénomène guerrier qui correspond à l'expérience et par là à l'écriture historique, telle que la pratique Voltaire, mais il ne peut s'en contenter. Il tente donc l'impossible, une théorie intégrant une ossature des phénomènes suffisamment précise pour être à peu près fidèle et viable. Pour ce faire, il devra complexifier sa pensée, développer ses méthodes et utiliser des liens structurels puissants comme l'idée d'action réciproque et surtout la bipolarité de la guerre absolue et de la guerre réelle.
manière de maintenir le fossé entre théorie et expérience, mais aussi de le réduire. Cette scission, à la fois assumée et partiellement surmontée par l'idée de polarité, renvoie en retour à la dualité de la pensée voltairienne de la guerre. C'est une autre aporie des Lumières d'être à la fois non métaphysique, non systématique et factuelle dans son histoire, et en même temps de renouer avec la métaphysique par le biais de la morale. Car la conclusion de Candide face aux horreurs de la guerre est bien une régression à la métaphysique, un retour au problème ontologique du mal, une manière de penser la guerre qui semble faire fi de la rationalité stratégique entreaperçue dans l'écriture historique. Le débat reste donc ouvert. Il y a d'un côté ceux qui, comme Raymond Aron, pensent que la guerre, forte de sa rationalité d'articulation des moyens et des fins politiques, porte en elle-même la capacité à une action réciproque qui conduise à la paix et non nécessairement à la montée aux extrêmes. Ils trouveront le Voltaire historien probablement plus utile que le Voltaire philosophe. Et il y a ceux comme Voltaire philosophe et René Girard qui postulent une révélation théiste ou christique et qui croient à la puissance dissuasive du spectacle et de la prédication, du discours apocalyptique. Entre la gloire de Fontenoy et l'horreur de Candide, Voltaire lui-même n'a probablement pas tout à fait tranché.